Fantasma dell'Opera. Troisième soir, Mathias, de rendez-vous à l'opéra. On s'est bien souillé les yeux. Ça fait mal. Hein, on a pris cher cette fois. Là. Nous allons donc évoquer deux adaptations tristement célèbres. Non, une tristement célèbre, l'autre largement oubliée, Oui, à juste totalement titre. oublié. 1989, Dwight H. Little, Le fantôme de l'opéra avec Robert Englund, Voilà, c'est surtout ça. produit par Menahem Golan. Voilà, donc la canon. Et 1998, C'est-à-dire quand même un bon écart entre les deux, quand même, déjà. je dirais d'environ 9 ans. Non, mais parce que les deux films, quand même, qu'on pourrait penser filmer vraiment au même moment, mais c'est pas le cas. Et donc celui-là, Dario Argento, production italo-hongroise. 89, Menahem Golan, rappelez qui est cet énergumène, producteur israélien, réalisateur aussi, Ouais. de films dont... Alors, du film de genre, vraiment, là, Tout pour à le fait. coup, là, on est vraiment dans un Alors, producteur de série B. Tu connais le voilà. genre film de bras de fer? Voilà. Parce que lui, il a œuvré dans ce genre. Over the Top, Voilà. avec Sylvester. Voilà, le concours de bras de fer, c'est voilà. Donc la réalisé par technique Menahem. de Canon et de... Alors, on va voilà, juste c'est- préciser, le fantôme de l'opéra là, dont on va parler n'est pas une production Canon. Il est produit par Golan, mais ce n'est pas une production Canon. Ah, c'est pas une production Canon. Mais c'est- on est dans le- après, on est dans l'esprit à peu là. près dans la même- Mais enfin, le principe, c'est toujours d'avoir du petit budget qu'on annonce comme du gros. C'est-à-dire, on fait quand même un peu... Et là, ce qui pourrait faire gros budget, c'est donc la présence de Robert Englund. Grosse vedette à l'époque. Alors, assez De- grosse dans le vedette milieu du genre. cinéma d'horreur. Ouais, donc pour principalement donc, Freddy 1, Freddy 2, Freddy 3 Freddy 4. et bientôt Freddy 5 qui arrivera juste après. L'année suivante. Le fantôme de l'opéra. Donc Englund participe à ce fantôme d'opéra entre deux Freddy. Voilà. Donc l'affiche nous promet, après avoir été Freddy, Robert Englund et le fantôme d'opéra. Je vous montrerai l'affiche tout à l'heure. Je vais. Allez, 2 mots sur ce film lamentable. Comment dire? Voilà. Dis-nous si c'est fidèle ou pas. On avait ce Oui, on principe, avait ce hein, principe, comment déjà de juger la fidélité par rapport c'est- à l'œuvre de Leroux. Alors, C'est plutôt plus fidèle que le film de 43, voire plus fidèle que le Fischer, vraiment, par rapport à la lettre. Après, quand à je ne sais pas comment tu peux dire ça. c'est- Mais, je trouve pas que la seule fidélité, c'est qu'il y a un type dans un opéra qui se fait appeler un fantôme et qui zigouille des gens de temps en temps. Et puis qui a une fixette sur une cantatrice qui s'appelle... Ouais, bah, il y a au moins cette histoire d'amour, parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve forcément du côté d'autres adaptations. Enfin, une histoire d'amour, on s'entend, c'est pas du tout une histoire d'amour, une histoire de vague désir. On va solder les comptes par rapport au livre de Leroux. Ouais. Tu dis fidèle à la lettre, moi je dis zéro fidélité. Oui, Juste, bon, on éventuellement. c'est mon avis, hein. Oui, On garde l'idée. On fait un Freddy à l'opéra. Hein, Voilà. Tu as très envie de raconter la petite astuce du film. Alors Petite l'astuce narrative. narrative, c'est que ça commence à New York, alors non pas de nos jours, mais dans les années 80, donc à la fin des années 80, et c'est l'histoire donc de Christine Day, c'est plus Christine Day, Christine Day, D-A-Y, qui passe des auditions à Broadway, parce que voilà, on est à New York, et qui retrouve, grâce à son amie Meg, donc la fameuse Meg qui est quand même mise à toutes les sauces, qui est dans le roman, mais qui est vraiment remise à toutes les sauces dans ses versions. Littéralement parfois avec littéralement, Monsieur Little. Monsieur Little. Là, cette fameuse Meg retrouve dans une bibliothèque, donc dans une librairie un peu Poussiéreuse. très 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 poussiéreuse, une très vieille partition. Et au moment où elle passe son audition en chantant l'air de ce Don Juan triomphant, un accident intervient et... J'ai envie de dire un accident de mise en scène aussi, le montage. Ça nous renvoie à un accident qui avait eu lieu au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Le film de Little est un millefeuille de Ah oui, scènes clairement, enfin là, vraiment. contradictoires dans le ton. On se demande constamment à quel public on s'adresse, puisque Ouais, on nous sert une scène de romance alors, très, très kitsch, très niaise, enchaînée avec un meurtre très graphique, Oui, un peu rigolard. Ouais. On va être gentil, on va dire dans la tradition du grand guignol un petit peu, avec quelque chose de Ouais, cet c'est vraiment ordre-là. gentil, allez. On enchaîne avec une vague petite chansonnette
entonné, vite arrêté, parce que c'est quand même pas un film qui mise Non, tellement la sur musique, la mise en scène de numéros musicaux, non, c'est non, pas vraiment ça. ça intéresse clairement pas. Et donc le film a cette schizophrénie qui fait qu'il satisfait personne, hein, on peut l'imaginer. Ouais, c'est... Enfin, nous en tout cas on n'a pas tellement apprécié. Les fans de Robert Englund éventuellement. C'est très kitsch, l'imagerie est très kitsch, l'antre du fantôme est décoré de bougies constamment, de centaines de bougies constamment allumées. On sent un peu la volonté de c'est, romantisme. Il y a des ralentis baveux, il y a des superpositions de plans qui sont censés générer un romantisme un peu onirique, Ouais, hein, j'imagine. ouais. Oui, c'est ça. Enfin, bon, Tout ça fait peine. Hein, quand même. Voilà, avec un retour à la fin, une conclusion à nouveau à New York, donc de nos jours, où l'histoire continue. Le fantôme, évidemment, n'est pas mort. Christine Day est toujours Christine Day, enfin, voilà, un peu à travers l'amour et la mort, à travers le temps. Voilà, tout ça est quand même assez consternant. On se maquille avec des morceaux de chair humaine et puis il se refait un visage et il est tout à fait présentable. En fait, t'es pas difficile. non, mais ça va, il a un visage étrange, mais enfin c'est tout à fait présentable. Il n'est pas monstrueux en tant que tel, il n'est pas invisible, vraiment pas. Enfin, alors on va dire, voilà, l'invention invisible, plastique du film de Little, c'est que le masque que porte le fantôme pour se dissimuler est fait de chair. Il est fait de chair. Fait de chair qu'il prélève lui-même sur des gens d'abord vivants. En fait. La chair fraîche. Voilà, c'est un écorcheur en fait, un peu Jack the Ripper en même temps que le fantôme de l'opéra, une espèce de mélange des deux. Néanmoins, il a la différence de Jacques Léventreur, il est plutôt le seul moment où il apparaît éventuellement sympathique et où il dit quelque chose du projet du film, c'est qu'il fréquente les prostituées et que on pourrait croire qu'il va les fréquenter plutôt pour les tuer. En fait, non, il consomme la prostituée. Et après, il leur laisse 3 pièces d'or, oui, tout à fait normalement. C'est-à-dire que c'est un... Il veut les appeler Christine. Il veut juste les appeler Christine, quand même. C'est son petit truc. Non, c'est quand même assez n'importe quoi. Alors, on va peut-être juste... Au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Que le film est maquillé par Kevin Yeager. Ah oui. Kevin Yeager, l'inventeur, resté célèbre dans la longue histoire de la télévision pour avoir créé le Crypt Keeper des Contes de la Crypte. Donc l'animateur un peu... Et on pourrait dire que le peu de réussite du film dans ce domaine sympathique du maquillage... Oui, c'est vraiment ça. Enfin, le maquillage latex, cette scène de maquillage un peu horrifique. C'est à lui qu'on la doit. Et il est vrai que ça aurait pu faire ce traitement d'un fantôme de l'opéra vraiment... c'est même pas tueur sadique, c'est tueur... si, quand même. Oui, tueur rigolard, on va dire. Aurait pu faire un bon épisode sur 1/4 d'heure, 20 minutes, un épisode correct des Contes de la Crypte. Ce qui, moi, me ferait dire que ce fameux Dwight a quelques ambitions esthétiques. Toi, tu penses pas, je pense que c'est juste... voilà. Moi, je pense qu'il y a quand même une espèce de prétention dans ce film à vraiment nous servir un fantôme de l'opéra qui ne serait pas qu'un Freddy à l'opéra. Et notamment par cette scène-là qui est vraiment quasi plan par plan, mais pas loin sur cette scène. Non, je n'y crois pas une seconde. Je ne vois pas comment il prétendrait s'inscrire dans cette histoire dont il est évident que les spectateurs de film ne connaissent rien. Enfin, là, il fait l'esthète un petit peu. Bon, je pense qu'on lui a commandé du romantisme. Donc, Little est un professionnel. Romantisme, je sais faire. Bougie, pénombre, velours, dentelle, voilà. Et donc, voilà. Donc, je te fournis ton kilomètre de romantisme dentelé éclairé à la bougie. Ah, il faut du gore version slasher un petit peu. Pas de problème, j'ai mon copain Kevin Yeager, on va te mettre des têtes coupées dans des soupières. Voilà. Il n'y a que des solutions. Voilà. Oui, mais alors pourquoi cette scène du masque de la mort rouge? Mais pourquoi pas? Peut-être qu'elle est tout simplement dans le scénario. Mais pourquoi la reprendre à ce point-là, à l'identique? Parce qu'on n'a pas d'idée. Oui, parce qu'on n'a pas d'idée, mais moi je pense qu'il y a un truc un peu... il y a une petite prétention, des petits hommages qui sont sans intérêt, mais voilà, un truc paye son obol de la tradition. Dwight H. Little a fait un tout petit film. Il porte bien son nom. Il a fallu bien 9 années à notre pauvre fantôme pour se remettre de cet outrage.
Et pourtant, s'il avait su, Dario. Bon, nous n'allons pas faire l'affront à nos spectateurs au pluriel. Oui, Voilà. Essayez. Donc, quelques spectateurs de présenter Dario Argento. Non. Juste rappeler que c'est un génie du cinéma et qu'au moment où il entreprend le fantôme de l'opéra, il bascule dans cette période de sa carrière qui consterne et navre un peu plus à chaque nouveau film ses anciens admirateurs depuis maintenant pas loin d'une vingtaine d'années. Le fantôme n'est pas défiguré, Voilà. du tout. Ce qui ne l'empêche pas d'être un monstre, mais il n'est pas défiguré. Ce qui est quand même Il cœur du roman. Il est Julian Sands voilà, à une trentaine d'années avec une perruque. Donc, On laissera juger s'il est beau ou pas. Ouais, voilà, à partir de là. Mais il n'est pas défiguré. Plutôt pas mal, plutôt beau garçon, on va dire, quand même. A priori. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que moi. Un air à la Guillaume Depardieu, un petit peu. Absolument, une ressemblance frappante avec Guillaume Depardieu. C'était la Guillaume Depardieu. Dario, pour jouer le rôle de Christine, qui nous est présenté comme, alors on va pas dire comme dans le roman, mais qui correspond sur le papier au personnage du roman, une jeune chanteuse, ingénue, le mot est fort, mais oui, qui n'a jamais eu l'occasion de jouer un premier rôle, travaille dans cet opéra. Voilà, et est interprétée donc par Asia Argento, sa fille. Voilà. Donc ce film fait partie de cette longue série un peu douloureuse de films où Dario fait subir, outre aux œuvres qu'il adapte ou aux mythes dont il s'empare, aussi à sa fille, tous les outrages possibles. Oui, là voilà, on est quand même là-dedans. Alors tu me parlais de la scène d'ouverture, pardon, je sais à quelle scène tu penses, ce n'est pas exactement la scène d'ouverture. La scène d'ouverture, c'est la naissance du fantôme. Voilà, qui donc est présenté tel un Moïse abandonné par ses parents dans le lit de la rivière des égouts de Paris, c'est ça. dans son couffin, et qui est adopté, sauvé et adopté par les rats de Paris. Et oui, ces petites bêtes qui sont sa nouvelle famille. La petite magie de ce film, notamment dans cette scène, c'est que plus c'est idiot, improbable, ridicule, plus Dario le fait. Il va jusqu'au... C'est-à-dire que là, on aurait aurait pu faire une petite ellipse pour nous faire comprendre que les rats sauvent le berceau, le petit couffin flottant. Mais on ne coupe pas. On nous montre vraiment les rats qui le tirent de l'eau. Voilà, à coups de gros plans de tête de rat, animatroniques, qui saisissent. Enfin voilà. C'est vrai que ça commence fort. Après, on a donc cette deuxième scène, on va dire une trentaine d'années plus tard, où Christine, donc Asia, est seule sur le plateau de l'opéra, face à la salle qui est complètement vide. C'est un moment où l'opéra est fermé, et où elle se prend pour la diva et se met à chanter, et seule une loge est occupée par le fantôme, qui l'écoute chanter et vraisemblablement tombe amoureux d'elle à ce moment-là. Ce qui est pas mal dans cette scène, comme ouverture, c'est que d'emblée, ça signifie bien qu'on va inverser la totalité de ce qu'habituellement sont et le cahier des charges du fantôme de l'opéra, c'est-à-dire une cantatrice qui chante devant une salle pleine avec une loge vide dans laquelle se trouve le fantôme. Là, c'est vraiment visuellement complètement l'inverse. C'est le dispositif contraire, la salle est vide, la cantatrice n'est pas là, c'est celle qui ne devrait pas être sur scène qui y est. Et c'est celui qui est toujours absent qui est présent. Et on est dans le négatif tout de suite. Et le film ne cessera de décliner ce négatif, sauf qu'il cessera de le faire d'une manière qui confine réellement au nihilisme. C'est-à-dire quand même pendant à peu près tout n'importe quoi. Au foutage de gueule en fait. C'est ça, on peut vraiment supposer. C'est-à-dire qu'on se demande si Dario Argento ne filme pas en permanence au second degré, et il est évident qu'il déteste le film qu'il est en train de faire. Enfin, c'est pas possible autrement. Il torpille son film. D'une certaine manière, le choix de faire du fantôme quelqu'un qui n'est pas défiguré, c'est aussi l'inverse de ce qu'on attendrait ou de ce que supposerait l'histoire. Mais ça, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Il faut régénérer ces figures de toute façon. C'est pour ça que la première scène est intrigante et éventuellement, enfin cette deuxième scène est intrigante et éventuellement promet un film intéressant sur l'histoire sur la manière que va avoir Argento de s'inscrire dans cette tradition du fantôme de l'opéra. Sauf que ce qu'il en tire confine vraiment au nihilisme et absolument pas
À la régénération. Il y a quelque chose qui se passe avec cette jeune actrice qui est toute seule sur ce plateau. Le décor est assez réussi. Ouais, c'est un beau décor. Un décor, le vide est bien mis en valeur. Et bon. Et puis après, le reste, c'est cool. N'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est quand même un film qui met la caméra là où les autres voulaient pas le mettre. Ouais, il y a quand même un côté comme ça. Ouais, c'est lenti. Et donc il y a cette scène de la chute du lustre et on voit le fantôme torse nu démonter l'accroche du lustre, un gros coup de masse, ça, c'est suant et abandonnant de tous ses muscles. Et là, c'est un fantôme de l'opéra plus physique que ne peuvent l'être d'autres, très théoriques. On voit donc une grosse cantatrice félinienne se faire arracher le corset et griffer le mamelon. Où on met la caméra sur le larynx de la dite cantatrice, par exemple, où l'on voit un fantôme de l'opéra se faire plus ou moins masturber par un rat. Exactement. Si là, cette fois, il y a un hors-champ à regret de Dario, qui aurait bien aimé avoir les moyens techniques de nous proposer la scène. Voilà, on a ça. On a la pauvre Asia, quand même, alors avec un jeu toujours autant en retenue. Hein. Tout ce qui peut s'écouler de son corps s'en échappe. Hein. Sueur, larmes, sang, les habits aussi. Oui, elle ne tient pas beaucoup dans ses habits. Non, c'est assez transparent. Donc on a le festival Asia Argento, comme d'habitude. On a une machine tueuse de rats très improbable qui est entre le chariot d'attraction de parc d'amusement et puis... Donc le chasseur de rats est vraisemblablement un peu à ma surprise un des personnages récurrents dans cette... On pourrait même dire que c'est le héros, finalement. Quasi le héros, c'est très étonnant. Et alors vraiment il est à chaque fois de plus en plus proche de ces animaux, enfin proche au sens d'une apparence de plus en plus bestiale, ce qui n'est absolument pas le cas dans le roman. Et là on est vraiment à la limite alors, on regarde vite fait, il est couvert de peau de bête, il est sale, il est barbu, donc il est effectivement une sorte d'homme animal. Et on va le suivre en montage alterné tout le long du film, une espèce de petit chemin de croix en fait. Et c'est terrible parce que Argento, comme tous ces cinéastes à qui on a dit qu'ils étaient géniaux, se sent obligé, alors peut-être à son corps défendant, peut-être en ayant l'impression sincèrement de continuer son œuvre, de faire des plans qu'on attend de lui. Donc, il y a un gros plan sur les yeux d'Asia qui regarde dans tous les sens, qui tourne comme ça. Il y a ces couloirs qu'on filme, ces grands couloirs avec des enfilades de portes. Il y a ces scènes de meurtre dont on essaie de faire des morceaux d'anthologie qui se limitent à suivre à la steadicam un personnage qui marche de dos en marchant de plus en plus lentement au fur et à mesure qu'il imagine un danger qui est aussi peu concret pour le comédien que pour nous. Et il se caricature lui-même, avec en plus la conscience de se caricaturer. Enfin, c'est là où il y a quelque chose d'assez triste. Donc ce film qui porte la marque de son auteur nous a navrés. Voilà, décadent. Toujours le même bilan avec les mauvais Argento. On voit bien que c'est des films d'Argento, ça nous avance bien, ça nous fait une belle jambe, la théorie de l'auteur a de beaux jours devant elle, mais n'empêche que c'est quand même un sacré mauvais film. J'ai changé de camarade. Parce que l'autre il parle trop. Il ne laisse pas m'exprimer.